partout Tati, qu'un atout paracoté sur les druides. Entre les illustrations des manuels d'histoire, facilement abonnés aux clichés naïfs et le folklore des clairières mystérieuses de la forêt des Carnutes, entre la celtomanie à la mode au siècle dernier et les accusations de sacrifices humains sur la pierre froide des dolmens, les anciens prêtres des peuples celtes ont finalement gardé tout leur mystère. Si les Gaulois, et plus généralement les Celtes, n'ont laissé que très peu de traces écrites de leur langue, les druides n'ont quasiment rien légué à l'histoire. Leur enseignement, transmis par voie orale, ne nous est connu que par les écrits de leurs adversaires ou des Grecs et des Romains qui ne comprenaient pas le sens de leur message et qui sont souvent à l'origine des images des fourmis que nous avons du druidisme. La mémoire des druides a également souffert des persécutions, celle des Romains d'abord, essentiellement pour des raisons de rancune politique. Rome n'aimait guère le nationalisme propagé par les druides qui incitaient les Celtes à se révolter contre la puissance impériale. Cette rancune ira jusqu'au massacre, comme dans l'île de Mona, où les légionnaires débarquèrent en force pour tuer tous les druides rassemblés là pour célébrer leur culte. Celle des chrétiens ensuite, surtout pour des questions de concurrence religieuse. Le christianisme, s'il n'a pas répugné au massacre, a surtout agi par usurpation et par assimilation. L'Église a préféré incorporer les aspects les plus populaires et les plus enracinés du druidisme plutôt que de chercher à les combattre radicalement. Enfin, il faut remarquer que le folklore a achevé de brouiller et de disperser sous un flot de croyances venues du faux des temps les dernières bribes du savoir et de la tradition druidique. Malgré toutes ces tentatives d'effacer des mémoires le souvenir des prêtres celtes, le druidisme a survécu, surtout en Irlande, où en convertissant au christianisme les Philites de l'île, Saint Patrick et ses disciples ont sauvé ce qui restait du vieux faux mythologique celte. L'Irlande est ainsi devenue le véritable conservatoire de l'antique savoir religieux et magique celte. Encore faut-il savoir ce qu'il faut entendre par druide. Les auteurs anciens ont joyeusement confondu bardes, ovates, druides et autres mages celtes. Pendant longtemps, on a même commis une grossière erreur sur l'étymologie du mot druide. À cause de textes de Pline l'Ancien, on a même rattaché ce mot au grec drus, le chêne. En fait, druide provient de druwed es, le très savant, qui contient la même racine que le verbe latin videre et qui souligne à la fois le caractère spécifiquement celtique du mot druide et son rattachement aux langues indo-européennes. Après le mot, la fonction, elle ne se définit pas plus facilement. Pour Françoise Leroux et Guy Novart, dont l'ouvrage fait aujourd'hui référence, le druide est le prêtre investi de l'autorité spirituelle, détenteur de la science sacrée, ministre de la religion et gardien de la tradition. À ce titre, il est l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Les druides formaient ainsi la classe sacerdotale d'une société ordonnée, comme toutes les sociétés indo-européennes, en trois grandes fonctions. Aux brahmanes de l'Inde aryenne correspondent ainsi les druides celtes et les flamines romains. Là où ils existaient, car leur présence n'est pas attestée dans tout le monde celtique, les druides avaient une autorité incontestée et servaient de trait d'union entre les différentes ethnies celtes unies par une même culture, mais toujours en querelle l'une avec l'autre. Ils étaient organisés selon un ordre hiérarchique et, notamment en Gaule, obéissaient à un druide suprême. Cette hiérarchie était cependant très souple, puisque chacun pouvait,
une fois en possession d'une connaissance suffisante du culte, accéder au degré supérieur. Le recrutement n'était donc pas héréditaire et n'importe quel celte pouvait accéder à l'état de druide à condition, bien entendu, de passer par les écoles spécialement destinées au clergé. S'ils avaient parfois recours à un alphabet composé de bâtonnets droits, obliques ou horizontaux, l'écriture ogamique, pour graver sur le bois ou sur la pierre des formes incantatoires, les druides assuraient tout leur enseignement par l'oral. À l'époque de César, il fallait environ une vingtaine d'années pour assimiler tout le savoir nécessaire à la sagesse. Histoire, philosophie, astronomie, médecine ou mathématiques constituaient l'essentiel de cet enseignement, dispensé dans des endroits retirés, souvent au cœur des forêts. Il se dégageait de ce goût du secret une réputation de mystère qui accroissait l'efficacité de la magie druidique. Parfois, certains disciples recevaient un enseignement de qualité supérieure, une sorte d'initiation, dans des îles comme l'île de Seine, l'île du Mai ou Anglesey. Tout au long de leur histoire, les Gaulois ont conservé une réputation d'experts particulièrement doués en matière de divination. Trogue Popée, un écrivain latin d'origine gauloise, l'affirme nettement. Pour ce qui est de la pratique des augures, les Gaulois surpassent toutes les autres nations et tous les peuples. Avant d'entreprendre une action importante, les druides se chargeaient d'observer le vol des oiseaux, leurs cris et toutes sortes de signes divers qu'ils interprétaient. Le vol du corbeau était un moyen réputé, sûr, pour prédire le sort d'une action. Celui du roitelet aussi. Les Irlandais avaient d'ailleurs fait de cet oiseau, par un jeu de mots intraduisible, le druide des oiseaux. Mais on pouvait également observer la course des lièvres ou encore la promenade des oies et des poules. Pour les druides chargés de deviner le cours des événements, il s'agissait surtout de soulager les angoisses politiques et militaires des élites. Le druide, par son savoir, ne cessait de rassurer le roi sur son avenir. Les druides gravaient des ogams divinatoires sur des baguettes de bois d'if, cet arbre étant considéré comme le plus favorable à la divination. D'autres druides recouraient à une roue de bois, la roue ramante, qui symbolisait le principal attribut du dieu Taramis, le Jupiter gaulois. Cette roue devenait alors bien plus qu'un simple symbole solaire, une roue cosmique. Quelques druides, enfin, se crevaient volontairement les yeux pour renforcer leur pouvoir de clairvoyance et de divination. Cette cécité ne pouvait être que l'apanage des plus remarquables druides, comme le fameux Irlandais Mog Royt, qui, suivant un récit irlandais, s'éborgna en abattant un veau dans les montagnes des Alpes, dans la grande neige, et qui s'aveugla l'autre œil en arrêtant le soleil pendant 2 jours à d'arbres, si bien que, de 2 jours, il en fit un, et il se mutila un œil, si bien qu'il fut aveugle. Avant de pratiquer la divination, il convenait de se plier à un rituel religieux qui comprenait notamment des incantations particulières. Parmi les plus connus, le glamdicine des Irlandais était une apostrophe violente, voire une malédiction, à prononcer dans une posture magique. Sur un pied, avec un œil, une main. Son effet était foudroyant. La victime se retrouvait frappée de prostration. Limbas Sorosnaï reposait sur la seule force de la parole, sans transe ni geste. Lorsque Meb, roi d'Irlande, interroge la druidesse Feldem sur le sort de l'armée qu'il mène au combat, celle-ci répond sobrement « Je vois rouge, je vois rouge ». Le roi, horrifié, la supplie d'approfondir sa vision. Elle ne peut que lui répéter la phrase accablante « Je vois rouge, je vois rouge ».
c'est encore l'Irlande qui révèle d'autres formes d'incantation divinatoire, celle qui se fait par le bout des os, ou alors le complexe Tainlagda qui se déroule en 4 temps. D'abord, mettre le pouce dans la bouche, toucher d'une baguette l'objet de la divination, proférer l'incantation et, enfin, procéder à un sacrifice. Non content d'avoir la possibilité de lire dans l'avenir, les druides avaient également celle d'agir sur les hommes. Mais ceci est une autre histoire.